vu et bonjour à ceux que j'ai pas vus. Euh, Avant que j'enchaîne, juste pour savoir qui n'était pas là à ma conf de ce matin. Je juge pas, hein, c'est juste pour savoir. Ouais, donc je vais vous passer, on va passer des trucs. Ça, vous le savez déjà, je vous en ai déjà parlé ce matin pour ceux qui étaient là, et puis pour ceux qui ne le savent pas très rapido, je m'appelle Rachid, vous savez déjà. Je fais plein de trucs et je gravite dans pas mal de communautés, les CNCF, Azure MVP et autres, ce qui me permet notamment d'avoir des sujets assez intéressants. Encore une fois, très rapide, les domaines d'expertise sur lesquels j'interviens, je l'ai dit ce matin, mon objectif, c'est de pouvoir apporter toute l'expertise dont un client a besoin sur l'ensemble des strates de son projet. Cyber, on en a parlé ce matin, je vais vous parler de 2-3 sujets cet après-midi, et à peu près tout ce qui touche de loin, de près ou de loin au cloud. Ça va être assez intense, enfin pour moi. Donc il y a un moment, si vous voyez que je vais trop vite ou si à un moment il y a des questions, vous n'hésitez pas à lever la main, je ferai une petite pause, et puis on essaiera de jongler. Donc c'est un projet en plusieurs étapes dont on va discuter et vous allez comprendre. Au début de ce projet, vraiment quand je suis arrivé sur les premières strates du projet, on était à peu près dans ce contexte-là. Un ensemble de clusters Kubernetes à déployer en utilisant Terraform. Jusque-là, normalement, pas de problème. Le provider RKE, donc Rancher Kubernetes Engine en V1, pour ceux qui suivent un peu l'histoire du provider, c'est le tout premier. Donc, il fait le boulot, pas de problème. On a une CI/CD et des API internes. Jusque-là, toujours pas de problème. Premier truc moins drôle, en tout cas dans le cadre du projet sur lequel j'étais, vous déployez un cluster à la fois. Là où nous, on avait envie de faire un petit peu plus. Du coup, forcément, pas mal de soucis. Le provider RKE, dans la gestion des nœuds qui composent un cluster Kubernetes RKE, en tout cas dans la V1, c'est pas ce que je trouvais de plus flexible. Donc, faire sortir et rentrer un nœud. En gros, on arrivait dans un cas où on pouvait faire sortir un nœud, mais on ne savait pas réellement en fait lequel on faisait réellement sortir. Donc, potentiellement, tu avais le risque de faire sortir le mauvais, et pas celui que tu voulais faire sortir. Ce qui est un petit peu gênant. Et puis surtout, comme l'objectif, c'était de dire, nous, on ne veut pas déployer qu'un cluster, mais on aimerait en déployer plusieurs à la fois. En fait, on s'est assez vite rendu compte que Terraform devenait limitant. Pour faire très très simple, Terraform, quand vous dites déploie un cluster ou déploie plusieurs, en fait, il va monter tout ça en espace mémoire. Il y a tout un tas de calculs qui sont faits sur des dépendances, machin et co. Et puis après, il balance la sauce. Sauf que Terraform, en fait, il attend que les API en face, elles aient fini le boulot pour après vous dire, OK, j'ai fini. Qu'est-ce qui peut se passer de pas bien? Le premier, c'est que par exemple, les API, elles ne répondent pas assez vite, et du coup, Terraform tombe en timeout. Et du coup, vous avez un déploiement qui est prêt comme ça. Donc là, vous dites, c'est pas grave, je vais le relancer. Sauf qu'en général, quand vous faites appel à des API externes, il y a des choses que Terraform demande à créer, une machine virtuelle du réseau, et puis il y a des choses que l'API fait toute seule derrière, dont elle ne parle pas forcément à Terraform, mais dont votre projet a besoin. Et en fait, ces trucs-là sont déjà présents, donc vous ne pouvez pas demander la recréation, et quand vous faites le nouvel appel d'API, vous dites, désolé, je ne peux rien en faire. Ce qui devient un tout petit peu compliqué. Alors, il y en a eu plein, des soucis, mais ça, c'est juste les premiers. Enfin, il y en a eu plein, il y en a un certain nombre, ça, c'est juste les premiers. Et moi, ce qui m'a un petit peu embêté, c'est que je commençais et je sens toujours le fait que le provider RKE V1, dans la vie strictement personnelle, à mon avis, il va disparaître. Je me trompe peut-être. En tout cas, j'ai quelques copains chez Sozi qui me disent non, tu te trompes, il est encore là pour vivre. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la V2. Le V1 bouge pas trop. Il n'y a pas d'évolution majeure. On est plus dans le bug fixe. Et le projet dans lequel j'étais, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un provider qui disparaisse un peu comme ça d'un mois sur l'autre en disant salut, alors finalement on est déprécié et bouger sur la V2. Faire très très simple. Provider V1, Provider V2, c'est une réécriture complète. Les structures de Terraform ne sont pas les mêmes, les ressources ne sont pas les mêmes. En gros, tout ce que vous avez fait pendant 6 mois, 1 an, mettez tout à la poubelle et vous repartez de zéro. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me pose un problème. Du coup, on s'est donné un certain nombre d'objectifs. Déployer un cluster à grande échelle, ce serait bien. En gros, pouvoir déployer X clusters en une fois ou en une seule action manuelle et puis laisser quelque chose faire le boulot. Comme on aime bien jouer, on se dit, tiens, si en plus de déployer plein de clusters, on pouvait les connecter entre eux, avoir une espèce de super réseau au milieu de tout ça qui ferait des trucs super sympas. Et au-dessus de ce réseau, déployer une ou plusieurs applications pour lesquelles on oublierait totalement où l'appli est. Je me fous de savoir si elle est chez Google, chez Amazon, chez Microsoft, chez Scaleway OVH. J'ai des clusters quelque part qui sont déployés. Tout ça, c'est interconnecté avec un super truc réseau. On verra ça après.
Et moi, je déploie mon appli, et puis elle va se déployer quelque part dans tout ça. Et ce que je veux, c'est pouvoir accéder à mon appli, c'est tout. Et je me fous de savoir si je tombe chez Google, et puis après, je tombe chez Amazon, ça, je m'en fous. Et bien évidemment, dans la mouvance dans laquelle on est aujourd'hui, eh ben, on voulait du full GitOps. Être entièrement basé sur Git, et puis du coup, pouvoir faire l'ensemble de nos opérations. En gros, on cherchait ça. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, si vous n'avez pas vu Indiana Jones, la dernière croisade, d'où le titre de mon sujet, c'est le Graal que cherche Indy. C'est lui le vrai. Le vrai. Donc nous, on cherchait vraiment ça. Un truc où on est capable de monter quelque chose qui est presque invincible, invulnérable, qui marche partout, tout le temps, super connecté. Et quand quelqu'un il fait un commit dans un repository Git ou il fait une merge request dans un repository Git, il y a plein de trucs super automatiques qui se passent et ça marche tout seul. Au départ, on a démarré avec ça. Donc on est GitOps, hein, c'est bien. Et puis il y a un truc qui s'appelle CDS. Alors CDS, c'est un projet open source chez OVH. C'est une CI/CD. C'est un outil de CI/CD qui est développé et maintenu par OVH. Terraform, TerraGrunt. De toute façon, aujourd'hui, quand vous faites du Terraform et que vous faites du Terraform à l'échelle, en général, TerraGrunt, il vient avec. Parce que vous vous rendez compte que Terraform tout seul, il ne suffit pas. Et puis, on a notre petit provider au-dessus. Et puis, du coup, on aime bien OVH. Donc, on s'est dit quoi? On va utiliser l'appel d'OpenStack. Donc, ça marche. Pas de problème, ça se fait tout seul. Il y a le provider RKE, le provider OVH. Et entre guillemets, vous n'avez plus qu'à rédiger votre script Terraform et votre cluster, il se déploie. Nous, la première cible, c'était celle-là. Déjà, on va reprendre le début, puisque ça marche, et puis on va essayer de trouver un truc là au milieu, on ne sait pas encore quoi, on verra, qui discute toujours avec l'API d'OpenStack et du coup les sous-couches d'OVH, et va nous déployer cette fois-ci en un commit, pas un cluster, mais un certain nombre. Idéalement, le vœu pieux derrière, c'était de pouvoir dire, est-ce qu'on est capable de déployer en gros l'équivalent d'une région chez un cloud provider? En gros, est-ce que je suis capable de faire popper 200 clusters en une fois? Je fais un commit et il y a un truc automagique qui se passe et il y a 200 clusters qui apparaissent. Donc ça, c'est le constat de départ. Alors c'est un projet très honnêtement vraiment super intéressant. Pas très simple, mais je me suis vraiment éclaté. Le premier point, c'est celui-là, c'est qu'en fait, quand j'ai fait un peu la R&D de ce qui existait de peu ou prou et qui essayait de faire à peu près ce qu'on cherchait, je me suis retrouvé sur une myriade d'outils. Vous en avez plein, il y a du ClusterNet, il y a du CubeSphere, il y a du MetalLB, bref, vous avez tout ça. Donc vous avez fait un super tableau, super complet, machin, et tout ça. Et puis qu'est-ce que j'en fais? On a défini un certain nombre de critères, je vais vous les passer. Mais en gros, on a défini un certain nombre de critères pour justement avoir quelque chose qui répondait le plus à nos besoins. Par exemple, on voulait un seul point d'entrée, ne pas avoir à discuter avec plusieurs API en même temps pour faire ce qu'on veut. On discute avec une API, elle se débrouille. On voulait des solutions matures, donc qui ont une certaine maturité. Et entre autres, on voulait quelque chose qui soit capable de nous faire installer des clusters Kubernetes sur du bare metal /VM. En gros, je te file des VM ou je te file des machines physiques, et au-dessus, toi, tu viens avec des super API magiques et tu poses le cluster dessus. C'est à peu près ça, comme ça que ça se passe. In fine, on en a retenu 2. Crossplane, il y a un talk d'un copain ce matin ou cet après-midi, je ne sais plus, qui va le faire. Juste après. Très bien, comme ça, vous aurez le comparo. Et mes copines, les tortues. Ouais. In fine, donc on s'est retrouvé là. En gros, les éléments discriminants, parce qu'on est dans OpenStack, on est dans l'écosystème de VH, donc on s'est dit, ok, en fait, est-ce que les deux, on peut utiliser dans OpenStack et dans OpenStack. Il s'est avéré qu'en fait, Crossplane s'est déployé dans plein de trucs, mais pas dans OpenStack. Il y a eu un essai pour utiliser Crossplane dans OpenStack, mais c'est mort dans l'œuf, il ne se passe plus rien, il n'y a plus rien qui maintient le truc, et aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Du coup, on a été chez mes copines les tortues, parce qu'elles savent le faire. Les tortues, elles ont un nom, c'est ce qu'on appelle la Cluster API. La Cluster API, c'est un projet, c'est un sous-projet du projet Kubernetes. En gros, vous avez Kubernetes, et autour de Kubernetes, il y a un ensemble de projets qui sont gérés par des SIG, Special Interest Group, qui sont là à offrir des fonctionnalités supplémentaires à l'outil pour faire tout un tas de trucs. Nous, ici, ce qu'on veut, c'est un cluster cube qui discute avec mes copines les tortues et qui déploie partout. En gros, je cherche à être capable de déployer mes clusters
De la même façon, avec la même description, coucou Terraform qui a ses propres ressources, Azure, Google, Amazon, VMware, KVM, ce que vous voulez. J'ai un cluster Cube, j'ai un ensemble de ressources qui ont exactement la même structure, à 2 ou 3 détails près quand même. Et en changeant quelque chose là-dedans, eh ben, je lui dis un coup tu déploies dans Azure, finalement tu vas déployer dans Google, ou au contraire, t'en mets un dans Azure, t'en mets un dans Google, t'en mets un chez OVH, t'en mets un chez Scaleway, et tout ça, ça marche. En interne, comment ça fonctionne? Le petit graphe que vous avez là vous décrit rapido, en gros, comment ça fonctionne. On a un cluster qu'on appelle le cluster cible, là, celui-là, celui qui est juste là. Et derrière, en fait, on va déployer au sein du cluster un certain nombre d'objets Kubernetes, des opérateurs, qui sont là pour permettre le déploiement vers l'infrastructure cible. En gros, on fait comme dans Inception, on prend Kube pour déployer Kube. Si ce n'est que là, c'est pas Kube tout seul qui le fait, c'est un ensemble d'opérateurs qui existent, qui vont discuter avec des API, et qui, en fonction des API avec lesquels on discute, soit vont être capables de déployer des clusters managés, AKS, EKS, GKE, j'en passe des meilleurs, ou pour certains, par exemple VMware ici, et ben lui, en fait, il va simplement prendre des VM qui sont déjà existantes et il vous pose un cube au-dessus. Donc on commence à avoir un peu une première idée, entre guillemets, un premier step de notre objectif. Nous, OVH, OpenStack, je vous l'ai dit, on a fait quoi? On a pris le provider OpenStack, petit nom CAPO, CAPO pour Cluster API Provider for OpenStack. Alors vous en trouverez plein, il y a CapZ pour Azure, il y a CapA pour Amazon, il y a, je crois que c'est CapG, Google, je ne suis plus très sûr. En gros, ils ont tous leur petit nom, Cap quelque chose, et il y a un ensemble de lettres et vous les retrouverez. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir un nouvel outil. Donc cette fois-ci, on abandonne presque kubectl. kubectl, c'est trop facile, on va vous filer cluster CTL. L'intérêt de cluster CTL, c'est de vous aider à préparer toute la structure nécessaire pour pouvoir dire un cluster cube va en déployer un autre là-bas. Cluster CTL, on va lui dire déjà quel provider on veut utiliser, ici OpenStack. Je vous montrerai après quelques fichiers de configuration, histoire de vous donner un peu une première approche de ce que c'est. Et donc Cluster CTL va démarrer ce qu'on appelle un cluster de bootstrap, dans lequel il va installer tout ce qui va bien, OpenStack Machine et autres, donc l'ensemble des objets qui sont nécessaires. Spoiler alert, ce sont des CRD, classiques, entre guillemets. Et au travers de ça, Cluster CTL va me filer un template de YAML, comme ça, que je peux adapter. Et ce template de YAML, au fur et à mesure des modifications, je vais pouvoir lui faire déployer un cluster qui s'appelle kvitess 1, et puis une configuration. Et puis je vais changer quelque chose, il va me faire kvitess 2, et ainsi de suite. On va y arriver, modifier des YAML à la main, pas très 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 drôle. On va essayer d'utiliser un truc qui est un peu plus sympa, Helm. Helm, ça parle à tout le monde? Ah, ouais, ça parle à tout le monde. Parfait. En gros, on va aller templater tout ça, et puis du coup, on lui passe un ensemble de values. Et là, ça devient intéressant. J'ai un chart Helm, je lui passe un ensemble de values, X fois, et je lui dis, tu m'en déploies 1, 2, 6, 22, 34, 200. Pourquoi pas. In fine, du coup, ça discute ici avec toutes les API d'OpenStack qui vont bien, je vous les passe. Et ça vous permet du coup de déployer un cluster dans des machines virtuelles dans OpenStack. En gros, ça dit OpenStack, pour faire très 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 simple. Ça dit OpenStack, démarre un ensemble de VM et tout ce qui va bien. Et sur ces VM-là, tu installes tout ça. Tout ça étant Kubernetes et puis l'ensemble des objets dont il a besoin. Comment ça se structure? Je vous montre rapido. Je vais pas. Vous allez vous retrouver avec un petit fichier. Je l'ai peut-être encore ouvert. Oh non, je ne l'ai pas ouvert. Oh. Alors, on va aller là. On va aller là. Je vais tricher, je vais aller chercher dans une autre conf. Vous n'avez rien vu. Là, là. OpenStack démo. Où est-ce que tu es? Clusters. Là. Là. Voilà.
Je sais. Enfin non, non, c'est pas vrai, je sais pas. Je viens d'entendre et du coup, je vais corriger. Hop, là. J'ai un YAML avec une API au-dessus, un type, des métadatas, et puis bon, tout ce qui va bien. Donc en gros, ici, ce que je dis, c'est que tu vas utiliser un chartselm qui existe, que j'ai pré-paramétré, et tu vas aller lui balancer en fait l'ensemble des values dont il a besoin. Donc là, il crée un namespace dans le cluster de seed, ce qui va me permettre de piloter à partir du cluster de seed tous les clusters qui ont été déployés in fine, enfin au début, et puis d'avoir le nom, les blocs, les versions, puis deux, trois petits trucs dont on parlera un petit peu plus tard, et puis toute la conf. Et tout à la fin, là en bas, je lui dis, en fait, le chartsen, tu vas le chercher là. Donc dans mon repository à moi, privé, ne le cherchez pas, il n'est pas visible. Et tu vas aller dans Chart Cluster API. Et dans ce chart-là, j'ai la configuration qui a été générée par clusterctl, templétisée, et j'ai ma solution. En gros, si je veux déployer 5 clusters, j'ai en gros ce fichier-là. Et à coup d'une petite moulinette dans une CI/CD, j'ai mes 6 fichiers, je lui dis hop, tu me balances ça au cluster de seed et j'ai 6 clusters qui démarrent. La seule limitation que vous allez avoir ici, la première, c'est votre OpenStack, c'est le cas qu'on a ici, et le deuxième, c'est la performance du cluster de seed. Parce que le cluster de seed va faire tourner un ensemble d'opérateurs, ça va consommer de la ressource, il y a des appels d'API qui vont être faits dans tous les sens, ça peut générer un peu de charge, tout petit peu. Qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans? De la réconciliation, c'est des opérateurs, c'est plus Terraform qui finit en timeout, c'est des vrais opérateurs. Et les opérateurs vont venir contrôler au fur et à mesure que ce qu'on a demandé est bien présent. Et quand ce qu'on a demandé est bien présent, il passe tout seul à la suite. Dit autrement, vous arrivez le matin, vous faites votre commit, vous partez faire autre chose, un autre projet, où vous allez déjeuner ou prendre le petit-déj. Et vous revenez potentiellement à midi. Et à midi, normalement, vous avez vos 100 clusters qui sont là, ils sont tous remontés, vous pouvez les piloter. C'est à peu près l'idée. Quelques petits soucis parce qu'ils en font un petit peu, sinon c'est pas drôle, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, j'aurais bien aimé, mais c'était pas le cas. Je me suis pris un rate limit de Keystone. Keystone, c'est la brique d'authentification d'OpenStack. En fait, ce qui se passe, c'est que l'opérateur faisait des appels d'authentification pratiquement toutes les 2 secondes. Et en fait, dans OpenStack, si vous ne voulez pas écrouler votre brique d'authentification, vous la protégez, vous mettez un rate limit. Donc, un cluster, j'ai pas eu de souci. 2 clusters, j'ai pas eu de souci. J'en ai mis 4 d'un coup. Et puis, en fait, à un moment, l'API, elle m'a dit, t'es plus authentifié. Si je suis pas authentifié, je discute plus avec OpenStack, je peux plus rien déployer. Un peu dommage. À l'époque, parce que ça a beaucoup changé, ça c'est un Rex qui date de le milieu de l'année dernière, donc ça a presque un an, mais quand même. La documentation était un peu funky. Il y avait des trucs qui n'étaient pas documentés ou des trucs qui étaient documentés mais qui ne marchaient plus comme avant. Ça s'est beaucoup amélioré depuis. Cluster API, enfin la Cluster API, l'opérateur de la Cluster API est en train de passer dans des versions presque GA maintenant, donc production ready. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais en tout cas, à l'époque, moi, je me suis pas mal fait la tête sur la doc et puis sur Slack pour essayer de trouver des solutions, puisque la doc ne m'aidait pas. On a eu quelques instabilités. Vous avez parfois l'opérateur qui explose en vol avec des messages d'erreur avec une stack Go et vous ne savez pas trop pourquoi. Et puis voilà. Ce qui m'a vraiment rendu fou, j'en parle souvent de celle-là. Encore une fois, sans vous perdre dans les méandres, pour déployer dans OpenStack et pour utiliser la Cluster API, il faut utiliser des images d'OpenStack qui ont été adaptées à votre besoin, avec un certain nombre d'objets qui n'existent pas par défaut et que vous devez vous-même injecter. Et en fait, là, le build du Ubuntu 22.04 pouvait prendre entre 7 secondes et 2 heures. Et puis au milieu, et forcément, au bout d'un moment, ça part en timeout. Si ça part en timeout, on retombe dans les mêmes galères. Moi, ce que j'avais fait à ce moment-là, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté Ubuntu et j'ai utilisé, comment il s'appelle, Flatcar. Flatcar, pour ceux qui ne voient pas, c'est la réécriture, c'est la continuité de CoreOS. CoreOS étant un système orienté conteneur assez ancien. Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle Kinvolk qui a repris le truc, qui l'a appelé Flatcar et qui le maintient. Flatcar, à peu près, je crois que c'est 30 secondes. En 30 secondes, notre image est buildée, elle est poussée dans OpenStack. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? En fait, gérer vos nœuds, d'un coup, ça devient super facile. Si vous faites via kubectl, vous faites kubectl delete node. Vous donnez le nom du nœud, il disparaît. Nœud égale VM, ici. Du coup, la VM est détruite.
Et vous pouvez éventuellement redemander à OpenStack d'en recréer cette fois-ci une nouvelle qui correspond à ce que vous avez demandé et puis qui a corrigé le petit problème qui va bien. Ça, facile. Le deuxième truc qu'on a gagné, qui est un petit peu chiant avec RKE, c'est que maintenant, on est capable de faire des mises à jour in place. En fait, on ne fait plus de la rotation de nœuds, comme on le fait chez différents cloud providers. Vous gardez vos nœuds, et en fait, c'est la cluster API qui prend le premier, qui fait un drain, donc qui sort tous les pods, qui les met à côté, puis qui le sort du cluster, puis qui met à jour, puis qui le ramène. Et puis je prends le deuxième, je fais la même chose, puis je le ramène, puis je fais le troisième, je prends la même chose, je le ramène. Quel est l'intérêt de faire ça? Bah, à un moment, dans votre infrastructure, vous ne vous retrouvez pas avec 2 fois le nombre de nœuds, parce qu'en fait, vous avez fait des rotations de nœuds. Et surtout, comme c'est la cluster API qui gère ça pour vous et que c'est géré dans Kubernetes, bah, vous avez du zéro downtime. C'est-à-dire que normalement, si votre cluster est bien taillé, vos applis, elles ne voient rien. Elles bougent juste d'un nœud à l'autre, et puis tout se passe bien. Petite cerise sur le gâteau, les cluster resource sets, c'est une façon de demander cette fois-ci à la cluster API de déployer dans le cluster, vous me voyez arriver, des applis. Tu as déployé 12 clusters, c'est bien. Sur celui-ci, tu mets WordPress, sur celui-là, tu mets une base de données, sur celui-ci, tu mets un Elasticsearch, et sur celui-ci, tu mets un Grafana. Le gros intérêt, c'est que vous ne gérez plus rien. C'est la cluster API qui fait littéralement tout. Vous laissez les clusters se déployer. Une fois que les clusters sont déployés, automatiquement, le cluster de target va récupérer dans le cluster seed ce qu'il doit déployer. Les YAML sont récupérés et il déploie tout seul. Je vous vends du rêve, mais je vous jure que c'est comme ça que ça marche et c'est un vrai bonheur. Partez littéralement déjeuner et vous avez une plateforme de prod qui se déploie toute seule en 2 heures. Et le dernier point, bah, j'en ai parlé suffisamment, mais en gros, vous m'avez compris, bah, j'ai Kubernetes pour piloter Kubernetes. Donc, si je fais du Kubernetes à outrance, je n'ai pas besoin d'apprendre un autre langage, je n'ai pas besoin d'apprendre de nouveaux outils, un nouveau format de fichier, un nouveau format de script. Je suis dans mon univers, je suis bien, je suis dans mes penates et ça marche. Ça a l'air de rien, mais juste, ça marche. Donc là, eh ben, nous, on est content. Mass deploy, check, on l'a eu. Il nous en reste 2. Cluster mesh et puis l'application de déploiement. Pour rappel, ce qu'on veut, hein, c'est la petite coupe qui va bien, celle qui est censée faire de nous des demi-dieux. Vivre jusqu'à 150 ans, disait le film. C'était pouvoir déployer 200 clusters en une fois. Je vais passer les détails ici, mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir dire j'ai besoin de déployer 200 clusters en une fois, et Terraform, c'est juste pas possible. Donc, il me faut un truc pour faire popper 200 clusters en une fois. Et au-dessus de ces clusters, déployer des applications à destination de mes clients, de façon complètement automatisée. Ou pour pouvoir faire du multi-tenancy cross-cluster. C'est-à-dire, en gros, l'appli de mon client, elle peut tourner dans n'importe quel cluster, je m'en fous littéralement. Par contre, j'ai une solution qui me permet vraiment d'assurer la très haute disponibilité des applications de mes clients. Et je m'en occupe plus. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est de dire si jamais il y a un cloud provider qui tombe, en fait, ce que j'ai réussi à monter, c'est que, pour ne pas m'étendre sur le sujet, c'est exactement ce qu'a fait Datadog a fait un Rex sur un gros souci qu'ils ont eu. Et dans le Rex, en fait, ils expliquent comment eux, ils ont monté quelque chose qui est ultra résilient. C'est un peu dans l'idée. Si ce n'est que là, effectivement, on va se baser sur la cluster API. Cluster mesh, du coup, parce que c'est bien de déployer 200 clusters, mais les mettre en réseau automatiquement, ça ne se fait pas tout seul. On reprend la même histoire, je vais faire assez vite. Là, on a trouvé plein de trucs, hein, du Linkerd, du Consul, de l'Envoy, du Kuma, du Istio, du Maesh et du Cilium. Bref, ce qu'on voulait, c'était encore une fois des solutions qui sont mûres. On voulait de la perf. On voulait pouvoir gérer des clusters hybrides. Donc, le cluster, il peut être n'importe où et juste, ça marche. Et surtout, on aimerait pouvoir faire du MTLS. Donc, authentification TLS croisée, et puis pouvoir comme ça chiffrer les communications de bout en bout. On est arrivé, on avait Linkerd ou Cilium. Moi, j'ai choisi. J'insiste, hein, moi, j'ai choisi. C'est un choix qui est purement arbitraire. On bypasse tous les critères normaux. J'ai pris les 2 outils, j'ai fait OK. Il y en a un, il m'a dit, je fais la même chose, mais je n'ai pas de sidecar. Pour ceux qui ne voient pas ce que sont les sidecars, c'est des applications qui tournent dans votre pod à côté de votre conteneur. Ça bouffe de la ressource, parfois c'est un peu chiant à gérer. Moi, j'aime bien me simplifier la vie. J'ai vu, oh, Cilium, il fait sidecarless. On y va. C'est à peu près comme ça que ça s'est décidé. Cilium, pour faire très simple, c'est un vrai couteau suisse et c'est vraiment en train de devenir un énorme couteau suisse. Ça fait tout, du cluster mesh, du service mesh, du coup, logiquement, de la CNI.
au-dessus d'IPPF. Vous avez la brique de security, j'en ai parlé rapidement ce matin avec Tetragon. Bref, on est en train de faire un truc qui est assez démentiel. Et pour vous montrer rapido, en fait, on a tout un écosystème d'outils là, qui sont derrière et qui font qu'on a un super toolkit qui vous permet de gérer tout ce qui se passe d'un point de vue réseau et plus. Comment ça marche? Vous avez du coup vos agents Cilium qui tournent sur chacun des nœuds. Truc assez sympa ici, c'est que Cilium, il a son propre API serveur. Pour ceux qui ont fait de l'Istio, vous comprenez pourquoi. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'Istio, ça vous permet en fait de décharger l'API serveur du cluster d'une surcharge dont il n'a pas besoin, clairement. Donc Cilium gère vraiment son truc dans son coin. Et du coup, vous interconnectez les réseaux, les clusters, via des réseaux virtuels au travers du data plane. Ce qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, c'est celui-là, ici. C'est que maintenant, on parle réellement plus de cluster mesh, mais de Cilium mesh, dans le sens où les prochaines versions de Cilium vont vous permettre aussi d'interconnecter dans ce super réseau de la machine physique ou de la VM, sans avoir besoin de cube. Juste en déployant l'agent qui va là, la petite conf qui va bien, et puis ça fait la petite magie. Qu'est-ce qu'on gagne? Et ben, du coup, je peux arriver sur cluster 1, passer sur cluster 2 sur le front-end, et puis finalement, le front-end du cluster 2, comme il me dit que là, sur les back-end, il a un problème, il me renvoie vers le 1. Moi, je vois rien. Je peux attaquer cluster 1 ou cluster 2, je ne sais même pas à quel cluster je m'interroge, je ne sais même pas à quel back-end, en fait, je parle. C'est Cilium qui me renvoie d'un côté ou de l'autre, tant que le truc est bien déployé sur les deux, et moi, je m'en occupe plus. Clairement, l'objectif pour le coup est là. Et comme vous pouvez le voir, je peux arriver sur cluster 1, tac, j'arrive sur cluster 2, je redescends ici, paf, je reviens sur cluster 1, ou je reste sur le même, ainsi de suite. Avec toutes les jolies mécaniques qu'on connaît tous, le failover, la résilience, bref, tout ce qui va bien. Petit problème, le cluster mesh ne se déploie pas via Helm. En 1.12, en 1.13 CPT, le M-chart c'est incomplet. C'est en train d'être corrigé. Je crois que ça a d'ailleurs été mergé, mais pas encore release dans la nouvelle version de Cilium. Pourquoi c'est gênant? Parce qu'en fait, ici, comme ça me permet de gagner un peu de temps sur la suite. En fait, vous avez tout automatisé, mais l'activation du cluster mesh, vous êtes obligé de la faire en CLI via le client Cilium. Pas drôle. Moi, j'aimerais bien que ce soit tout dans un chart Helm, et puis je m'occupe de rien, et ça marche tout seul. Et puis, on a eu quelques subtilités. Alors, si vous voulez jouer avec Cilium, faites vachement gaffe aux subnets intercluster. Quand vous allez déployer tous vos clusters, par exemple via la cluster API, vous faites bien attention à ce que les subnets des pods et de services soient tous différents dans chacun des clusters. Sinon, ça ne marchera pas. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est des trucs où, quand vous ne faites pas gaffe, ça casse. Dernier petit conseil pour avancer sur la suite. Quand vous allez générer les cubes config des différents clusters, normalement, on aime bien avoir un cube config par cluster. Là, en fait, c'est chiant parce que si vous le faites, vous allez devoir switcher de fichiers à chaque fois pour faire la configuration de Cilium. Et quand vous allez vouloir activer le cluster mesh, il y a une option ici qu'on appelle inherit CA qui va aller chercher la CA dans le premier pour alimenter les autres. Sauf que pour faire ça, il faut que vous ayez les cubes config de tous les clusters dans le même fichier. Et sinon, ça ne marche pas. Et là, vous allez tomber sur un autre travers qu'on a à peu près tous fait une fois. C'est qu'on déploie 10 clusters, on ne fait pas gaffe, et en fait, le user qu'on utilise, c'est le même, c'est admin partout. Après, vous retournez dans le fichier, vous faites les modifications, vous mettez un nom d'utilisateur spécifique par cluster, et puis là, ça marche. Faut faire gaffe. À l'époque, c'était encore, un petit peu jouet, hein, donc bon. Aujourd'hui, c'est plus le cas, rassurez-vous, ça s'est bien stabilisé, mais à l'époque, c'était encore un peu jouet et il fallait faire gaffe. Ce qu'on a gagné dans le projet, le routing, le failover, c'est génial, on s'en occupe plus, c'est déployé partout, ça discute entre eux, les services, c'est automagique. Waouh, vraiment. On déploie via la CLI ou via des charts Helm, il n'y a rien à faire, sauf pour le cluster mesh, dans la CLI, mais sinon, ça se fait tout seul. Vous êtes inquiet sur les perfs, sur la gestion des ressources, ça tombe bien, Cilium, il a son propre API serveur. Il n'attaque pas votre control plane, il ne lui demande rien, un petit peu de choses, mais toute la gestion du réseau, la gestion du routage et autres, il l'a fait tout seul dans son coin. Ça a l'air de rien. Faites de l'Istio sur des clusters à haute charge, vous allez vite comprendre qu'il y en a un qui est plus sympa que l'autre. J'ai dit Istio. Si vous entendez parler de Istio Ambient, ce n'est pas encore la même chose. Je fais juste le petit parallèle. On m'a déjà fait la remarque une fois, donc maintenant je fais gaffe. Et encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai plus de sidecar. Donc, j'ai pas un truc à côté que je dois gérer avec des ressources, des machins, des bidules. Je m'en occupe pas. Ça se fait tout seul. Moi, je touche à rien. J'en ai deux. Je suis pas loin du Graal.
Il m'en reste un, déployer l'appli. Alors là, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps, vous allez voir. Ceux qui étaient là ce matin, je vous ai déjà montré. Vous ne l'avez pas vu, mais je vous ai déjà montré. En gros, l'idée, c'est du coup de faire du GitOps. Et là, on retombe à peu près dans la même démarche. On est toujours dans une démarche de recherche et puis aller chercher les bons outils pour faire les bonnes sélections et utiliser les bonnes plateformes. Sans surprise, je me retrouve avec Argo et Flux, qui sont en gros les deux mastodontes. Alors depuis, vous avez peut-être entendu parler de Flamingo. Flamingo, c'est l'utilisation conjointe des deux. En gros, vous avez le meilleur des deux mondes. Vous pouvez utiliser Flux et Argo. C'est un sous-projet, je crois, de Flux chez Weaveworks, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, vous utilisez les deux, donc les manques de l'un sont palliés par l'autre. Flamingo comme flamant rose, si je ne dis pas de bêtises. Bref, cherchez GitOps, Flamingo, et vous trouverez assez facilement. Eh ben, je suis un humain, hein, et j'ai encore choisi. Et j'ai encore demandé à personne. Là, j'ai une autre excuse. C'est lui. Je suis fainéant. La CLI, j'aime bien, mais il y a des fois, avoir une représentation visuelle de ce que je fais et de ce qui est en train de se passer, mine de rien, c'est quand même sympa. J'ai eu le choix entre Flux, qui n'en avait pas ou qui n'était pas ouf, et Argo, je vous ai montré ce matin, pour ceux qui étaient là, avec un truc bien fait, joli, avec des belles icônes et une belle représentation. Je suis qu'un humain, hein, donc j'ai été vers le plus joli. Ce qui est génial, c'est qu'Argo, il ne vient pas tout seul. Il vient avec un truc qui s'appelle Events. Events, ce qui est génial, c'est que vous pouvez programmer des événements en réaction à des choses qui se sont passées dans le cluster. Du job, par exemple. Et puis, il y a un autre truc dont je ne vous parlerai pas ici, on va faire simple, c'est Workflow, qui est le troisième petit copain, enfin, qui est le deuxième petit copain d'Argo CD, donc dans la triplette. En gros, quand vous avez CD, Event et Argo, vous avez le toolkit parfait pour avoir une vraie CI/CD GitOps, avoir un système de détection d'événements Events et une gestion de workflow dans Workflow. Donc, vous pouvez pratiquement automatiser à peu près tout ce que vous voulez dans votre cluster. C'est assez génial. Vraiment, c'est vraiment bien fichu. Du coup, CD, il fait quoi? Encore une fois, hein, je vais pas réinventer la roue. Vous êtes là, vous balancez dans votre repository Git, il y a plein de super magies qui se passent. Et au travers de votre cluster, vous avez un déploiement vers tous ces petits copains. Et puis en général, on aime bien avoir des notifications et être prévenu de ce qui se passe. Truc assez classique, encore une fois, je vous ai montré ce matin. Vous avez de la notification Slack, email, webbook, j'en passe des meilleurs. Bref, amusez-vous. En gros, vous pouvez être alerté de chacune des étapes de vos workflows et avoir une vue précise de ce qui se passe, quand, pourquoi et à quel moment. Et dans une nuit, je sais que ça a l'air de rien, on aime bien la CLI, mais moi, il y a des fois, la CLI, ça me fait mal aux yeux, et avoir une interface graphique jolie, j'aime bien. Et l'interface, alors ça, c'est juste un GIF que j'ai récupéré, parce que je ne savais plus trop si je faisais celui-ci ce matin ou l'autre ce matin. J'ai prévenu juste au cas où. Mais en gros, la représentation, c'est celle-ci. Ce que vous avez là, ici, c'est le projet de déploiement Argo. Et tout ce que vous avez à côté, là, qu'on voit apparaître, c'est tous les objets qui concernent votre déploiement. Donc, tous les objets dans un cluster cube qu'Argo va piloter pour vous vont être représentés graphiquement. Vous avez une vue, vous pouvez faire de la synchro, vous pouvez faire du différentiel, avoir un numéro de version. Vous avez une vraie gestion de l'ensemble. Comment on a fait ça? Alors, c'est là que les choses moins drôles commencent. Source de vérité, pas de problème. Synchro automatique, pas de problème. Nous, ce qu'on voulait, c'était déployer des clusters automatiquement. Du coup, on a utilisé deux objets dans Argo qui sont des générateurs. En gros, il y a un système de templating dans Argo qui existe. Et nous, on a utilisé deux clusters qui nous permettent de faire la gestion des clusters, tout ça. Et les application set controllers qui, eux, vont vous permettre de templater le déploiement d'applications. Par exemple, pouvoir dire à chaque fois que tu déploies un cluster dont le tag est je sais pas, titre égale Rachid, n'importe quoi, et tu déploies automatiquement telle appli. Si titre égale papa ou maman ou Toto, tu déploies par contre ça. Donc on a un vrai système de templating qui va nous permettre de gérer tout ça, et du coup qui va nous permettre de choisir où on veut déployer nos applis, pourquoi, comment. Encore une fois, GitOps, Git commit, bref, Git commit, votre merge request, et ça marche tout seul. Et in fine, ce qu'on a, c'est que vous avez du coup votre repository Git, vos workflows. Alors l'opérateur Prometheus, ici, vous n'en avez pas besoin, c'est plus pour aller récupérer de l'input.
et donc de la métrique sur ce qui se passe sur votre cluster. Et derrière, c'est la super magie d'Argo qui dit, OK, moi j'ai bien compris, alors je te déploie 12 clusters comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Amazon, Google, OVH, Scaleway, machin, machin, machin. Et comme tu as utilisé telle fonction, alors là, je te mets WordPress, là, je te mets MySQL, et puis là, je te mets toute ta stack de monitoring. Et encore une fois, partez déjeuner, ça marche tout seul. Petite info, chaque cluster, c'est là où ça devient intéressant, est identifié par un secret. Et dans ce secret, on a son nom. En fait, c'est un des éléments qui va nous permettre de choisir les clusters dans lesquels on va déployer nos applis. Ce qui veut dire aussi, du coup, que Argo peut piloter vos clusters. Donc, si Argo peut piloter vos clusters et que dans le cluster de Switch, j'ai Argo et ma cluster API, vous y arriver, on peut commencer à faire des trucs super sympas. Comme par exemple, je verrai aussi tout le déploiement de vos clusters au travers du GitHub, depuis Argo, au travers de la cluster API. C'est bon? Comment ça se passe? On reprend la même chose. Un événement, un appel, Argo qui bosse, et j'ai mon déploiement qui est fait sur toutes les applis. On réinvente pas la roue, si ce n'est qu'on utilise un autre objet, qui sont les application sets, et qui vont me permettre, encore une fois, de sélectionner comme ça l'ensemble des objets que je vais pouvoir déployer dans mon cluster. Typiquement, comment on déploie une appli? Ça, c'est juste un exemple d'un template. Ici, ce que vous avez là, la cluster vide, c'est ce qui dit, dans tous les clusters que tu vas trouver et que tu gères, tu déploies l'application Guestbook. Si je veux avoir une sélection, je peux la faire comme ça. Je vais utiliser des labels, truc qui est magique dans Kubernetes et qui est beaucoup, 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 beaucoup. Et du coup, je vais aller chercher un label dans le secret qui identifie mon cluster. Et dans l'application set, je vais dire, bah, tu me déploies sur les clusters dont le label correspond à staging true. Il crawl tous les secrets. Donc, chaque secret est un cluster. Il crawl tous les clusters. Tous les clusters qui vont avoir le tag staging true, il me pose le guestbook. Git commit, moi, je touche plus à rien. Concrètement, comment ça se passe? Ça, c'est un exemple. Donc ça, c'est ce qui me permet de déployer mon cluster. C'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, c'est un exemple de celui que je vous ai montré tout à l'heure. Mais cette fois-ci, à la sauce Argo. C'est Argo qui le gère pour moi et ça, je m'en occupe plus. Je suis plus dans le manifeste Helm ou autre. Je dis Argo, tiens, tu te débrouilles. Tu fais la synchro de tel repository, tu prends les éléments et en fonction de ce que je te donne, bah, tu déploies, entre guillemets, ce que tu as à faire. Là où ça devient moins drôle, du coup, comme Cilium est pété, enfin, Cilium est pété, non, c'est pas vrai. Cilium n'est pas pété, mais l'installation de Cilium via le Helm Charts ne marche pas et qu'on a quand même envie d'utiliser Helm, et bah, du coup, ce qu'on peut faire, on a plusieurs solutions. La première, c'est les trucs sales à la main. En gros, vous faites un Helm template du Charts de Cilium, vous récupérez un gros manifeste qui est comme ça, et lui, vous le templatez. Du coup, vous dites à Argo, pour tel machin, tu me remplaces les valeurs. Ouais, c'est moche. Je sais, c'est pas très très propre, mais ça marche, ça fait le boulot. Et encore une fois, ça vous permet comme ça de rajouter Cilium sur chacun des clusters dont vous avez besoin. Sinon, il y a d'autres solutions qui sont apparues entre-temps. Le cluster add-on par une boîte qui s'appelle, un projet qui s'appelle Stack HPC et qui vise à donner au cluster resource set la fonction de la cluster API qu'on a vu tout à l'heure qui déploie automatiquement des applis en disant maintenant tu ne fais pas que du manifeste, mais tu peux gérer des charts Helm. Là, ça commence à devenir super intéressant. Et si vous êtes joueur Ninja, là on est dans Ninja, Black Belt, tout ça, vous n'avez pas peur, vous y allez en prod et vous êtes sur des trucs ultra instables, bah, vous avez la même chose qui commence à apparaître, mais dans le cadre du projet Kubernetes. C'est-à-dire que dans le cadre du projet Kubernetes, il y a un cluster add-on qui est en train d'apparaître, qui est en 0.7 alpha 3, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc vraiment Ninja, on est clairement Ninja, mais qui commence à vous dire, on a compris que vous avez besoin de ce truc-là, et on va essayer de vous faire quelque chose qu'on maintient, comme tous les projets, enfin comme tous les sous-projets de Kubernetes, et qui va vous permettre de faire du manifeste, du chartcell, et d'automatiser tout le déploiement de vos applis. Je répète, lui, il marche, je l'ai testé, il marche plutôt bien. Lui, vous êtes, je répète, vous êtes Ninja, vous ne l'utilisez pas en prod, ou si vous l'utilisez en prod, vous ne dites pas que je vous en ai parlé, et vous ne m'envoyez pas un mail pour me dire que j'ai pété la prod. Voilà. Je ne veux pas en entendre parler, je n'ai rien fait, je suis innocent, je suis inconnu. Et du coup, une fois que vous avez fait ça, et vous avez fait tout ce travail de templating, vous envoyez ça au cluster ressource set, je vous montre juste après comment ça se passe.
Vous associez vos clusters et le cluster ressource set avec des labels. Chaque fois qu'il va trouver le bon label, il déploie le cluster, il déploie Cilium, le cluster Cilium, le cluster Cilium. Il ne vous reste plus qu'une chose, c'est dommage qu'on ait à le faire encore en manuel, mais pour l'instant c'est comme ça. Bah, du coup, c'est d'activer le cluster mesh. Ça se passe comment? Il y a 3 étapes. J'active en gros le cluster mesh sur chacun des clusters, et ensuite je les connecte entre eux. Et ça, en gros, c'est ce qui doit être fixé, si je ne dis pas de bêtises, dans la prochaine release. C'est-à-dire qu'à partir du même chart-selm qui va vous permettre de bien déployer Cilium partout proprement, on pourra en plus lui dire déploie le cluster mesh partout et interconnecte de façon complètement magique tous mes clusters, encore une fois, sans rien faire. Et une fois que vous avez fait ça, il faut quand même encore bosser, hein, on n'a pas fini, bah, il faut déployer vos applis. Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on récupère exactement la même mécanique, cluster ressource set, association. Et normalement, à ce stade-là, eh ben, vous avez encore un truc qui est encore plus magique, que vous allez pouvoir mixer. Rappel, je reviens. Si je vous perds, vous allez me tuer. Je vous ai dit tout à l'heure, ça déploie sur tous les clusters. Et je vous ai dit, si vous voulez sélectionner vos clusters, vous pouvez du coup utiliser les labels qui vont permettre de sélectionner les clusters. En fait, on va pouvoir utiliser un autre générateur qui s'appelle list et qui va vous permettre de lister par cluster et par tag une liste d'applications. Et donc de pouvoir faire des trucs encore plus automatisés qui vont pouvoir vous permettre de reballoter, entre guillemets, vos applications un peu partout. Et ça, c'est un exemple que vous avez là. Donc j'ai mon cluster générateur. Ici, je fais simple, hein, j'attaque tous les clusters et je lui dis sur tous les clusters, tu me déploies WordPress et Traffic. Et une fois que j'ai fait ça, avant, il y a Cilium qui a été déployé pour faire tout ce qui va bien, le réseau, le cluster mesh, tout ça, tout ça. Et j'ai un WordPress qui est presque invulnérable, au bémol de l'appli. Mais ça, c'est un autre problème. Je pense que vous l'avez compris, c'est pas trivial. C'est clairement pas trivial. On a un super toolkit, c'est super puissant. C'est vraiment pas trivial. Se mettre dans Argo et même juste Argo CD, la doc, elle est sympa. Il y a beaucoup d'éléments. Et au début, quand on n'a pas forcément l'habitude, c'est assez compliqué d'aller retrouver ces petits. Ce que j'essaie de vous dire de façon délicate, c'est vous dites pas, j'ai vu une conf, ça m'avait l'air super intéressant, je vais faire de l'Argo en prod. Faites gaffe. Et moi, le truc qui m'a rendu fou, c'est ça. La synchro et le refresh, parfois, ça part en timeout. Pourquoi ça part en timeout? Si jamais le cluster seed est mal taillé, il est trop petit, en fait, il a plus assez de ressources. Et Argo, il tourne dans le cluster. Rappel. Donc, s'il est un peu limité, il ne peut plus attaquer l'API serveur. S'il ne peut plus attaquer l'API serveur, il ne fait pas les synchros. S'il ne peut pas faire les synchros, il ne va jamais rien vous déployer. Donc, vous perdez l'intérêt, en fait, de toute la solution que je suis en train de vous proposer. Ça a l'air de rien, mais bah, moi, ça m'a rendu fou. Parce que vous déployez une fois, ça marche, puis vous arrivez en comité, vous faites « Hey, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est génial », puis là, ça marche plus. Il faut ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'histoire? J'ai une UI qui est simple, qui est flexible, qui est riche, j'ai tout dedans, je suis full GitOps partout. Et si en plus, je suis warrior et que j'essaye de faire du workflow et de l'event, j'ai le super toolkit de la mort qui tue. J'ai un truc vraiment automagique qui fait tout pour moi. J'y ai peut-être passé 2 mois, mais ça fait tout pour moi, c'est bien monté et je déploie presque autant de clusters que je veux en une fois. Git commit. Enfin, en une fois. Je fais un commit. Ça ne veut pas dire que j'ai pas mal de fiches à préparer, mais je fais un commit. C'est bon, je l'ai. J'ai mon Graal. Enfin, presque. Oui, j'ai mon Graal. Donc, j'ai réussi mon projet. Je sais déployer en une fois tout ce qui se passe dans mon cluster. En réalité, il y a encore du taf. Hein. Bah déjà, il faudrait peut-être que je puisse déployer Cilium entièrement avec le Helm-chart. Ça, j'aimerais bien. Ce que j'ai envie de faire, parce que l'un des projets sur lesquels j'ai réutilisé tout ça, il y avait aussi du legacy avec de l'AVM, je vous en ai parlé tout à l'heure. Si je peux intégrer tout ça dans de l'AVM et trouver un truc magique qui, en plus, irait déployer mon WordPress dans des VM legacy, ce serait génial. Je ne m'occupe plus de rien. Et moi, quand je ne fais pas grand-chose et que ça tourne tout seul, je suis super content. Et truc qui n'avait pas marché, en tout cas à l'époque, en 1.12, c'est quand j'essaie de remplacer Nginx par l'ingress de Cilium, il y a des trucs pas très propres. Enfin, en gros, ça marchait pas trop, j'ai pas trop compris, mais et j'ai pas trop cherché, j'avoue, à l'époque, parce que c'était pas le but du sujet. Mais voilà, j'avais des trucs qui se passaient pas, et pour être honnête, je sais pas si c'est un bug dans la version de Cilium que j'utilisais ou si c'est moi qui ai fait des conneries. Et c'est des choses sur lesquelles bah, il faudrait que
il faudrait que j'avance. Et du coup, je vous ai promis de vous montrer comment fonctionnent les add-ons et tout ça, tout ça. Alors, je vais essayer de tenir mes promesses. Si je fais open... Donc ça, c'est le repo que vous ne voyez pas, parce que forcément, il est privé. Et là-dedans, j'ai l'ensemble de mes trucs. Alors, Oldies, c'est mes tests. Donc, j'ai mes définitions de clusters qui sont là. On va passer sur une branche qui est plus rigolote. Et ici, on remarque que j'ai 3 clusters que j'ai définis. Donc, K8S5, K8S2, K8S3. Dans chacun d'eux, j'ai mon values. Et je lui passe l'ensemble des infos qui sont nécessaires pour chacun des clusters, la version du cluster, la définition, machin. Ça, c'est la première étape. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai défini mes clusters, du coup, ce qui va m'intéresser, c'est d'utiliser un chartcell que vous avez ici, avec tous les templates qui vont bien. Ce que vous avez là, c'est l'ensemble des strats qui sont nécessaires, donc le Bootstrap, clustering, kubeadmin, les machines et autres, qui permettent à la Cluster API, dans mon contexte à moi OpenStack, de piloter mes clusters et de les déployer. Et après, c'est du YAML classique, quoi. C'est une CRD qui est définie, elle a son petit nom, et puis vous lui passez toutes les valeurs qui vont bien à partir de vos values. La cerise sur le gâteau, elle est dans les add-ons. Là, je peux déployer, je peux faire du cluster de seed, j'y reviens juste après vite fait, et je peux déployer une ou l'autre des CNI qui m'intéressent. Calico, c'est celle qu'on a par défaut. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de déployer Cilium. Donc, j'ai écrit ma fameuse Cilium Resource Set qui est là, qui est la fameuse définition qui est utilisée par le cluster seed pour dire quand tu trouves ce label-là dans le cluster de destination, tu me déploies ça. Et du coup, une config map où je vais aller chercher là-dedans toutes les values que je vais aller passer au manifeste ou au chartcell qui est derrière. Et puis du coup, aller faire comme ça toutes les actions qui sont bien. Comment cette association add-on cluster est faite? Elle est faite ici, si je n'ai pas perdu mon code. Là. J'ai juste à claquer des labels avec des clés. CNI 2.calico, il va m'installer Calico. Si je mets CNI égale Cilium, il me déploie Cilium. Ici, je veux utiliser Capo, qui est donc le CCM. Je vais revenir après pourquoi. Et j'ai défini comme ingress que je veux utiliser Octavia, Octavia étant celui qui gère le load balancing dans OpenStack. Si je veux utiliser un autre add-on, j'ai qu'à... au bémol que le cluster retour set a été bien défini avant, en fait, j'ai juste à le rajouter ici. Pour finir et arriver du coup sur les questions, il y en aura peut-être, on verra. Pourquoi est-ce que du coup, vous avez CCM ici égale Capo, CCM égale Cloud Controller Manager? En gros, le contrôleur dans le Kubernetes qui est censé ici s'adresser à OpenStack. L'intérêt, il est simple, c'est qu'en fait, votre cluster de seed, donc celui qui va déployer vos premiers clusters, potentiellement, vous ne pouvez pas non plus faire un cluster de seed où il y a 24 nœuds avec 196 gigas de RAM. À un moment, vous avez des ressources qui sont limitées. Et puis parfois, vous voulez aussi peut-être pouvoir déporter, par exemple, le déploiement d'une région dans des zones d'availability, comme le fait les cloud providers qu'on a l'habitude d'avoir. Ici, le fait de faire ça va permettre deux choses. Un, de dire les clusters que tu déploies, tu leur donnes le cloud controller pour s'associer à OpenStack et donc faire des contrôles et aller chercher d'autres outils, du réseau, du stockage et ainsi de suite. Deux, pouvoir dire j'ai un gros cluster de seed. Ce cluster de seed, il va déployer d'autres petits clusters et ces petits clusters-là, identifiés dans des régions, vont déployer mes clusters de prod. Ce qui va me permettre comme ça d'avoir un niveau intermédiaire où je n'ai pas un seul cluster qui bosse beaucoup, j'ai un cluster qui donne des ordres à d'autres, un peu plus costauds, bien répartis dans différents data centers par exemple, et qui vont bosser derrière. Et à la fin, vous arrivez à votre présentation, vous êtes content, ça marche. Et puis la suite, c'est d'aller encore plus loin, comme je vous le disais, et potentiellement d'aller intégrer du legacy. En tout cas, ce que j'essaie de faire moi de mon côté, puisque le projet, pour l'instant, on ne bosse pas trop dessus, c'est de voir dans quelle mesure je peux utiliser le Cilium Mesh, donc qui est le super truc super génial dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous permet justement d'aller intégrer autre chose, celui-ci,
Je vais y arriver. Là, lui là. C'est ça que je cherche. Et une fois que je l'ai, j'ai une solution qui me permet de déployer n'importe où, n'importe quand, de façon complètement automatique. Si vous avez des questions, c'est le moment. Et puis, bah, j'espère quand même vous avoir convaincu qu'il faut le faire. Alors moi, je peux vous aider si vous avez besoin, je suis là pour ça. Hein. Alors, la question de la ressource, elle se pose au niveau du nombre de clusters que tu veux piloter. Honnêtement, si tu en fais 3-4 dans OpenStack, tu prends les petites machines là, qui vont bien, ça passe. Après, si tu veux en déployer 200, il y a un moment où tu te poses la réflexion d'aller avoir des clusters de seed au milieu. À ce stade, elles sont autoportées dans chacun des clusters. Et du coup, c'est le cluster mesh qui me permet en fait de rebondir sur n'importe lequel en fonction de besoin. Ouais. C'est ça. Bah, si ton application, par exemple, si tu as un cluster, alors, moi ce que j'avais fait que j'ai pas présenté ici, pour cette histoire de cette problématique de réplication et de résilience, c'est que en fait, on avait un système qui nous permettait de déployer 2 clusters Galera, donc cluster MySQL Galera, dans 2 clusters différents, et en fait, chacun des clusters Galera se synchronisait. Et du coup, effectivement, à ce moment-là, je pouvais perdre un des clusters. Il y avait toujours un autre cluster. Ouais. Mais ça, c'est du tooling applicatif. C'est-à-dire que Cilium ne le fera pas pour toi. Mais oui, ça se fait, si tu l'intègres. Tu peux le faire au niveau. Alors, répliquer la donnée en tant que telle, tu peux le faire au niveau bloc. Tu as des solutions comme Rook ou comme Portworx qui font ça très bien. Quand tu es sur des clusters de bases de données où tu as justement une cohérence de data et pas seulement de blocs, je vais être un peu vulgaire, ça devient casse-gueule. Il faut vraiment savoir ce que tu fais et faire très très attention, parce que c'est pas parce que tu répliques un bloc que tu as forcément bien répliqué toutes les transactions qui étaient en cours. Et c'est là où effectivement il faut faire gaffe. Mais oui, c'est vrai que techniquement, tu peux le faire complètement.